Que se passe-t-il lorsque les plus grandes stars d'Hollywood, les budgets les plus grands et les ambitions les plus épiques se heurtent pour ensuite imploser de façon spectaculaire? Aujourd'hui, nous comptons les 20 pires films des années 1960 selon le légendaire critique Roger Ebert. Des épopées gonflées qui ont englouti des fortunes aux comédies mal conçues, qui ont laissé le public de marbre. Chaque film de cette liste a reçu le mépris le plus sévère d'Ebert, et pour de bonnes raisons. Préparez-vous à explorer les récits de mise en garde d'ambitions dévoyées et découvrez pourquoi même les rêves les plus éblouissants du grand écran peuvent se transformer en échecs inoubliables. Numéro 20, le grand cirque. Imaginez entrer dans un grand chapiteau, tambours battants et lumières clignotantes pour être accueilli par des performances figées et des gags prévisibles. Le film The Big Circus de Joseph M. Newman se vantait d'un casting étoilé et d'un budget somptueux de 2 500 000 $ pour des éléphants vivants, des tigres et une splendeur en technicolor. Pourtant, pour Roger Ebert, le spectacle ressemblait à une vieille attraction de foire. Il a descendu le film avec un verdict d'une étoile, écrivant que ses personnages en carton et son rythme en tôle ont vidé toute la couleur du grand chapiteau. Le souplot de sabotage, censé injecter du suspense, disparaît simplement, et les moments romantiques entre Whirling et Bloom s'éteignent comme une mèche négligée. Au box-office, le public bâillait lors des projections de matinée, et MGM a discrètement mis de côté les plans de suite. Aujourd'hui, The Big Circus perdure uniquement comme une mise en garde. Aucune quantité de paillettes et d'éléphants dressés ne peut surpasser un scénario creux, selon l'avis impitoyable d'Hebert. Numéro 19. Jumbo de Billy Rose. Au début des années 60, peu de noms brillaient plus sur Broadway que le spectacle de cirque de Billy Rose. Pourtant, lorsque le producteur Charles Walters a porté Jumbo à l'écran, avec Doris Day, Jimmy Durant et la chorégraphie kaléidoscopique de Busby Berkeley, les critiques ont reculé. Ebert lui a attribué une brutale demi-étoile, critiquant son temps de projection de 141 minutes et son intrigue terne. Il a qualifié les numéros musicaux de boucles abrutissantes qui ne prennent jamais feu et a plaisanté en disant que même les pitreries de Durant semblaient répétées à l'excès. Malgré un budget de 3 500 000 $ à l'époque considérable, le triangle amoureux bancal du film et ses chansons oubliables ont laissé le public sur sa faim. La partition autrefois vibrante de Rodgers et Hart semblait fatiguée face à l'histoire d'amour maladroite, et la chaleur caractéristique de Day se perdait dans la mise en scène lourde. Lorsque Jumbo a finalement quitté les cinémas, il avait à peine atteint son seuil de rentabilité, et aux yeux d'Ebert, il demeure la preuve que même le plus grand des cirques peut s'effondrer sous son propre faste. Numéro 18. Cléopâtre. Des ambitions épiques rencontrent l'excès de soap opéra dans Cléopâtre, la somptueuse saga de 1963, avec Elizabeth Taylor et Richard Burton. Avec un budget révolutionnaire de 44 millions de $, il reste l'un des mastodontes financiers les plus célèbres d'Hollywood, mais même les sables romains n'ont pas pu enterrer ses défauts selon Ebert. Il a attribué une seule étoile, critiquant sa durée de 247 minutes comme un test d'endurance, et regrettant que la présence royale de Taylor soit engloutie par des décors pompeux et un ennui hautain. La chimie entre Burton et Taylor scintille par moments, mais est submergée par des scènes interminables d'intrigues politiques qui se lisent comme un cours universitaire. Les critiques ont noté le drame en coulisses, la romance hors écran de Taylor et Burton, mais à l'écran, Cléopâtre avançait avec la grâce d'une légion d'éléphants. Les spectateurs, éblouis par le spectacle mais en manque de véritable drame, ont abandonné le film tôt. Selon Ebert, ce grandiose échec a prouvé qu'aucune quantité de feuilles d'or ne peut dorer une histoire qui a oublié comment captiver. Numéro 17. Embrasse-moi, idiot. Embrasse-moi, idiot de Billy Wilder aurait dû être une comédie subtile et osée, mais à la place, c'était comme un sketch de vaudeville vieilli. Mettant en vedette Dean Martin dans le rôle d'un compositeur déchu et Kim Novak dans un rôle étrangement mal choisi, le film s'appuie fortement sur des insinuations bon marché et un humour de chambre fatigué. Ebert méprisait ses blagues grossières et mécaniques et lui a donné une demi-étoile, écrivant que le film traite sa vedette féminine avec un manque de respect qui frôle la parodie. Les scènes censées être scandaleuses semblent molles, et les talents de Novak sont gaspillés dans un scénario qui ne sait pas s'il veut être coquin ou simplement paresseux. Le public était d'accord. Les recettes au box-office se sont effondrées, et la réputation de Wilder pour la comédie intelligente a subi un coup inattendu. Pour Ebert, Embrasse-moi, idiot, demeure un exemple typique de l'humour devenu creux lorsque l'esprit vif est remplacé par des gags qui s'épuisent. Numéro 16. La bataille des Ardennes. Les épopées de guerre au milieu des années 60 portaient des attentes monumentales, mais la bataille des Ardennes a pataugé à travers son
Durée de 82 minutes, comme un tank embourbé. Réalisé par Ken Anakin et mettant en vedette Henry Fonda et Robert Shaw, le film promettait une reconstitution captivante de la mer offensive des Ardennes de la Seconde Guerre mondiale. Au lieu de cela, les critiques ont cité son ton aseptisé et ses dialogues plats, et la critique d'une étoile d'Hébert l'a qualifié de défilé, de cliché aseptisé. Il a noté que le véritable héroïsme a disparu au milieu des performances rigides et d'une bande sonore qui tentait de provoquer des frissons mais qui, au contraire, semblait générique. Tourné sur des décors enneigés qui semblaient plus studio que réels champs de bataille, le film ne capture jamais le chaos de la guerre. Les spectateurs en quête de drame viscéral se retrouvaient à regarder une autre reconstitution lisse et sans événements. Pour Ebert, la bataille des Ardennes prouvait que le réalisme et le cœur, pas seulement les bottes qui défilent et l'artillerie rugissante, sont ce qui fait résonner les histoires de guerre. En numéro 15, l'Oscar. Imaginez la façade scintillante de la célébrité hollywoodienne se dissoudre en mélodrame si rigide qu'il grince à chaque réplique. L'Oscar suit Frankie Faine, un acteur qui grimpe impitoyablement vers la célébrité, prêt à trahir amis et famille pour saisir cette statuette dorée. Statue, avec Elke Sommer dans le rôle de sa femme désillusionnée et Milton Berle offrant des apartés cants, le film promettait une virulente révélation des coulisses. Au lieu de cela, il se déroule comme une série de clichés cousus par des dialogues rigides. Roger Ebert l'a critiqué avec une seule étoile, déplorant que son ambition dépasse son scénario et que la descente morale de Frankie semble si artificielle qu'elle en devient presque une parodie. Ebert a noté que la séquence culminante de remise de prix, censée offrir un coup d'ironie, atterrit avec toute la force d'un dégonflé ballon. Les spectateurs ont réagi avec répulsion face à l'artificialité, et le film a disparu des salles plus vite que l'humilité d'un lauréat de l'Oscar. Dans l'opinion d'Ebert, The Oscar se pose comme un conte de mise en garde. Aucune intrigue en coulisses ne peut racheter une histoire qui refuse de paraître humaine. Numéro 14, Dr. Dolittle. Avec un budget dépassant 17 millions de dollars, avec Rex Harrison dans le rôle du vétérinaire gentil qui parle aux animaux, Dr. Dolittle aurait dû être un classique familial. Au lieu de cela, il s'est traîné à l'écran dans des numéros musicaux somptueux mais sans âme. La critique cinglante d'une étoile d'Ebert qualifiait le film de cirque gonflé de mauvaises chansons et de pires blagues, ajoutant que même le charme distingué de Harrison ne pouvait sauver les 152 minutes trop longues. Durée. La danse célèbre de la production du Push Me, Pull You et du perroquet parlant semblait ajoutée pour détourner l'attention d'un scénario qui serpente à travers des sermons sur le plafond de verre et des pitreries anthropomorphiques. Les critiques ont critiqué le manque d'élan narratif du film, notant que chaque grand tableau répétait simplement l'erreur de la « en dernier ». Les recettes au box-office ont à peine couvert les coûts, et MGM l'a discrètement considéré comme l'un de ses échecs les plus coûteux. Pour Ebert, la leçon était claire. Quand une comédie musicale oublie de chanter, elle ne devient rien de plus qu'un auditorium rempli de sièges vades. Numéro 13. Candy. Adapté du roman satirique de Terry Southern, Candy promettait un esprit incisif et un humour subversif porté par un casting de soutien de stars, incluant Marlon Brando, Richard Burton et Ringo Starr. Au lieu de cela, il s'effondre sous sa propre obscénité. Ebert lui a attribué une demi-étoile, condamnant son scénario à la Dr. Seuss devenue pornographique et son rôle principal, Ewa Olin, qui traverse chaque sketch comme une touriste perdue. Les scènes censées tourner en dérision l'hypocrisie sexuelle semblent plutôt être exploitées. Chaque caméo de célébrité semble plus intéressé à afficher leur nom qu'à raconter un « histoire ». Ebert a déploré que la satire du film ne morde jamais. Elle chatouille seulement jusqu'à ce que vous souhaitiez qu'elle vous laisse partir. Le public et les critiques sont partis perplexes plutôt qu'amusés, laissant Candy bloqué entre l'art et la vulgarité. Selon Ebert, une véritable satire doit piquer. Ici, ça ne fait qu'effleurer la surface. Numéro 12, La vallée des poupées. Quand le best-seller de Jacqueline Suzanne est arrivé au cinéma, les fans s'attendaient à un aperçu sulfureux des coulisses du showbiz. Rideau. Au lieu de cela, Valley of the Dolls s'étend sur 2 heures de performances excessives et de secrets sensationnels qui ne font jamais mouche. Patty Duke, Sharon Tate et Barbara Parkins incarnent des artistes en herbe piégés par la dépendance et l'ambition, mais leur angoisse est jouée comme un feuilleton marathon. La critique sévère d'une étoile de Roger Ebert a accusé le film de mélodrame prétentieux et de dialogue si artificiel qu'il pourrait aussi bien porter une blouse de laboratoire. Il a noté que chaque climax émotionnel semblait fabriqué. Les frénésies de drogue et les romances brisées vont et viennent, sans réel conseil,
Conséquence. Le glamour technicolor ne peut pas cacher le fait que le film confond crier et passion. Bien que Valley of the Dolls ait ensuite acquis un statut de film culte, à sa sortie, ce fut un échec au box-office et la cible des critiques. Pour Ebert, il résumait un Hollywood trop amoureux de son propre reflet pour raconter des histoires authentiques. Numéro 11. Boom. Richard Burton et Elizabeth Taylor se retrouvent ici dans une villa en bord de mer fanée, échangent des répliques acérées comme des mines terrestres. Sur le papier, un cocktail de deux légendes du cinéma et de dialogues de Tennessee Williams devrait pétiller d'intensité. Au lieu de cela, Boom explose au mauvais endroit. La critique d'une étoile de Roger Ebert dénonçait l'ennui enchanté du film, écrivant que Burton récite ses lignes comme pris dans des sables mouvants, tandis que Taylor s'agite avec la désespoir de quelqu'un qui a oublié sa motivation. L'intrigue, une mondaine vieillissante invite un vétéran autodestructeur à raviver un amour perdu, lutte pour atteindre une profondeur psychologique, mais s'effondre sous une mise en scène pesante et des monologues excessifs. Lorsque les spectateurs ont finalement fui le théâtre, les critiques ont inscrit Boom dans l'histoire comme l'un des plus retentissants échecs d'Hollywood. Ebert a conclu « Peu importe la splendeur des stars, un film qui échange une émotion authentique contre un excès théâtral finit non par une explosion, mais par un gémissement. » Numéro 10. Santa Claus Conquers The Martians. Imaginez un jeune martien solitaire regardant le point bleu de la Terre, désespéré de rire et de chaleur de Noël. Ce postulat, si charmant sur le papier, devient un ratage dans Santa Claus Conquers the Martians de Nicholas Webster. L'histoire suit deux jeunes martiens ennuyés qui complotent pour kidnapper le Père Noël et l'amener sur Mars pour une saison de joie. Avec un casting de martiens en costume en caoutchouc, des dialogues creux et des décors qui ressemblent à du carton peint, le film se traîne d'une scène embarrassante à l'autre. Roger Ebert, fidèle à son style notoirement franc, a attribué à ce film une demi-étoile et écrit qu'il insulte les enfants en sous-estimant leur intelligence et leur patience. Il a critiqué les performances plates. L'innocence enfantine de Pia Zadoré semble forcée au mieux, et il s'est moqué des effets spéciaux ridicules qui distraient plus qu'ils ne ravissent. Ebert a noté que chaque tentative d'humour atterrit avec la grâce d'une étoile filante, laissant les spectateurs embarrassés pour tous les participants. À sa sortie, Santa Claus Conquers the Martians sombra sans laisser de traces au box-office et fut rapidement oublié par le grand public. Pourtant, sa réputation comme l'un des pires films jamais réalisés lui a donné une seconde vie étrange dans les circuits du cinéma de minuit et les rétrospectives, et si mauvais que c'en est bon. Pour Ebert, cependant, il n'y avait rien de rachetable, aucune valeur de camp, aucune joie involontaire, juste un rappel douloureux que de bonnes intentions ne peuvent pas sauver une histoire construite sur des astuces bon marché et une écriture paresseuse. Dans le bilan final d'Ebert, ce film de vacances de science-fiction maladroit prouve que l'écart entre une idée noble et un film regardable peut être incroyablement large. Numéro 9. Dandy. Imaginez une Europe déchirée par la guerre après la Seconde Guerre mondiale, des rues jonchées de débris, des enfants orphelins et un garçon qui captive tous les cœurs. C'est la promesse derrière Dandy, l'adaptation en live-action de la bande dessinée populaire. Le jeune Dandy est un orphelin de guerre muet adopté par de gentils Américains, et le film vise à être un drame émouvant sur la recherche d'un foyer. Au lieu de cela, il se déroule comme une sentimentalité insipide jouée dans des scènes clichés. Roger Ebert a attaqué Dandy avec une critique d'une demi-étoile, le qualifiant de bol insupportable de mièvrerie. Il a soutenu qu'aucun des personnages ne semble réel et que chaque tentative d'émotion est signalée par de la musique grandissante plutôt que par une véritable narration. Ebert a trouvé la performance du jeune acteur déroutante, perdu dans un scénario qui ne fait jamais confiance à son public avec subtilité, et a critiqué le film pour insister sur des larmes fabriquées au lieu de laisser les moments respirer. Les spectateurs, déjà fatigués des récits sirupeux, se sont abstenus en masse. Le film n'a pas réussi à récupérer son modeste budget et a disparu des cinémas dès la deuxième semaine. Pourtant, sa réputation notoire a perduré, figurant dans les listes des pires films pendant des décennies. Même les fans de films familiaux admettent à contre-cœur que Dandy est mieux laissé au grenier, un exemple de la façon dont un drame mièvre et des clichés éculés peuvent écraser toute bienveillance. Pour Ebert, Dandy n'était pas juste un mauvais film. C'était une parodie du pouvoir du cinéma à nous émouvoir, prouvant que l'intention sentimentale doit être accompagnée d'un véritable savoir-faire. Numéro 8. Star. En 1968, Universal Pictures a misé gros sur une biographie musicale somptueuse de la légende de la scène Gertrude Lawrence, avec Julie Andrews dans le rôle principal. Star promettait un regard dans les coulisses des performances éblouissantes de Lawrence, ascension des haillons à la richesse.
des sommets et des amitiés étincelantes. Les costumes scintillaient, les numéros de chant s'amplifiaient, et la voix célèbre d'Andrews remplissait chaque scène. Sur papier, il avait tout pour charmer le public, mais Roger Ebert n'était pas impressionné. Dans une critique à une étoile, il a qualifié Star de parade languissante de clichés qui ne trouve jamais son centre. Il s'est plaint que la durée de 170 minutes du film s'étire à travers des recréations interminables de numéros de scène qui ressemblent plus à des bandes démos qu'à des scènes dramatiques. Ebert a noté qu'Andrews, si magnétique dans Mary Poppins et La Mélodie du Bonheur, semble piégé par un scénario qui indique des moments au lieu d'en explorer les profondeurs émotionnelles. Même le partenaire dévoué de James Brolin ne peut pas déclencher une étincelle. Lorsque Star est sorti en salle, il a reçu des applaudissements polis, mais le box-office s'est dissous. Les mauvais choix. Les critiques sont fait écho à Ebert, un grand talent gâché dans une production trop éprise de son propre éclat. Aujourd'hui, le film reste une curiosité pour les complétistes de Andrews, mais la plupart des spectateurs le considèrent comme un récit édifiant, la preuve que même la plus brillante des étoiles ne peut briller dans obscurité. Dans le registre d'Ebert, Star reste comme un rappel que le spectacle sans âme n'est que bruit vide, un hommage ostentatoire qui trahit son propre sujet. Numéro 7. McKenna's Gold. Les épopées de western étaient monnaie courante à la fin des années 60, mais McKenna's Gold visait à se démarquer des autres. Avec Gregory Peck dans le rôle d'un marshal américain, Omar Sharif dans celui d'un hors-la-loi charmant et une quête du trésor Inca légendaire, le film du réalisateur G. Lee Thompson promettait des panoramas désertiques majestueux et une aventure palpitante. Le directeur de la photographie William W. Spencer a capturé la splendeur des canyons de l'Utah en Technicolor et la bande sonore de Jerry Goldsmith battait avec promesse. Pourtant, la critique d'une étoile de Roger Ebert l'a qualifié de navet apathique, dépourvu de caractère. Il a soutenu que le courageux homme de loi incarné par Peck ressemble à une silhouette en carton, tandis que Sharif dérive à travers les scènes en débitant des clichés. Ebert a écrit que l'intrigue des villageois poursuivant une légende manque de poids moral, et que le film confond beauté sauvage et véritable drame. Aucune quantité de formation rocheuse décolorée par le soleil ne pourrait sauver un scénario qui refuse de laisser les personnages respirer, encore moins grandir. Le public, désillusionné par les westerns lucratifs, a ignoré l'or de McKenna, et il a à peine récupéré son lourd coup. Avec le temps, il est tombé dans l'oubli, ne refaisant surface que dans des créneaux TV poussiéreux et les collections de collectionneurs. Pour Ebert, ce n'était pas seulement un western insipide, c'était la preuve que la grandeur exige du cœur, pas seulement un paysage. À son avis, McKenna's Gold est un mirage cinématographique, éblouissant à contempler, mais vide dans son cœur. Numéro 6, la Bible. Dans le début. Lorsque le producteur Dino De Laurentiis et le réalisateur John Huston se sont associés pour donner vie à la Genèse, le public s'attendait à un spectacle biblique. La Bible, au commencement, couvre la création, le déluge de Noé, Sodome et Gomorrhe et les épreuves d'Abraham, avec une distribution de stars comprenant Michael Parks, Ava Gardner et John Huston lui-même dans un caméo en tant que Noé. Tourné sur place, en Italie et au Maroc, le film présente des décors monumentaux et des milliers de figurants. Pourtant, Roger Ebert a lancé un verdict brûlant d'une étoile. Il estimait que le film traitait les histoires sacrées comme des dioramas de musée, beaux à regarder mais sans vie. Ebert a écrit que les performances oscillent entre l'excès et le détachement, tandis que la narration, interprétée par Richard Basehart, flotte comme dans une salle de conférence. Monologue. La séquence de l'inondation culminante, bien qu'ambitieuse, ressemble plus à un truc de scène qu'à un événement cataclysmique. À sa sortie, le film a attiré un public curieux, mais a laissé beaucoup de monde de marbre. Les recettes au box-office ont chuté, et les critiques ont déploré son manque de résonance émotionnelle. Au cours des décennies suivantes, The Bible, le début s'est estompé pour devenir un artefact de l'excès des années 60. Un exemple de grandeur surpassant la substance. Pour Ebert, les grands dessins exigent plus que des feuilles d'or et des armées massées. Ils nécessitent âme. À son avis, cette entreprise ambitieuse s'est effondrée sous son propre poids, gagnant sa place parmi les plus oubliables de la décennie. Épopée. Numéro 5. Ne remue pas les vagues. Quand Ne remue pas les vagues est sorti sur les écrans à l'été 1967. Il promettait une promenade légère à travers la culture du surf de la Californie du Sud, avec Tony Curtis en tant que playboy de Los Angeles déchiré entre les filles en bikini et le véritable amour. Claudia Cardinal apportait le glamour européen et Sharon Tate apparaissait dans l'un de ses derniers rôles. Mais Roger Ebert n'a vu qu'un chaos superficiel sous le soleil et il l'a affublé d'une étoile unique. Il a écrit que les fêtes de plage colorées et les courses-poursuites en voiture du film semblent du vide, une simple friandise visuelle, masquant un scénario qui ne décolle jamais. Curtis se promène d'une scène à l'autre avec un sourire, mais sans réel enjeu, car
Et le bref charisme de Tate ne peut pas compenser des gags qui échouent plus lourdement qu'une vague qui s'écrase. Malgré des chansons rock surf entraînantes et des plages en technicolor, le public a trouvé peu d'accroche. Les recettes au box-office ont faibli, et le film a vite disparu avec la marée. D'après Ebert, Don't Make Waves prouve qu'aucune quantité de cool côtier ne peut sauver une comédie qui oublie de nous faire nous en soucier. Numéro 4. Ice Station Zebra, des Parsim for Cyrus Sladrine. Avec les tensions de la guerre froide à leur paroxysme, Ice Station Zebra a rassemblé un casting de premier ordre. Rock Hudson, Ernest Borgnine, Patrick McGoohan et le réalisateur John Sturges derrière la caméra. Le principe, une mission en sous-marin pour sauver des scientifiques piégés dans une station de recherche arctique à la dérive. Le résultat, un mélodrame tiède que Roger Ebert a qualifié de froid et stérile, et qu'il a noté d'une seule étoile. Il a soutenu que les intérieurs stériles du film et le jargon technique interminable étouffent le suspense, tandis que les séquences d'action promises comme palpitantes se déroulent avec l'urgence d'une réunion bureaucratique. Le capitaine droit de Hudson ressemble plus à une tête parlante qu'à un homme luttant pour survivre, et l'humour bourru de Borgnine est gaspillé dans des dialogues qui ressemblent à un rapport naval. Lorsque le public est parti tôt, il était clair que même la promesse d'espionnage et de péril sous zéro peut glacer si l'histoire manque de chaleur et d'humanité. Selon Ebert, Ice Station Zebra rappelle que la tension naît des personnages, non des faits froids. Numéro 3. The Happiest Millionaire. Rare tentative de Disney dans le domaine des comédies musicales en prise de vue réelle, The Happiest Millionaire se vantait de Fred MacMurray dans le rôle de l'excentrique magnate du tabac Anthony Jerome Drexel Biddle, aux côtés d'une jeune Leslie Ann Warren et d'une joyeuse musique de George Burns. Il visait le charme familial, mais s'est retrouvé dans un territoire cliché. Roger Ebert l'a descendu avec une étoile, le qualifiant de comédie musicale ratée qui confond spectacle avec âme. Il a noté que les séquences infinies de chant et de danse défilent sans ancrage émotionnel. Vous ne ressentez jamais l'émerveillement enfantin de Drexel ou le désir d'indépendance de sa fille. La durée tentaculaire du film, 164 minutes, ne fait qu'approfondir le malaise. Le célèbre savoir-faire de Disney ne peut dissimuler une narration qui hésite de numéro à recettes. Les recettes au box-office ont augmenté trop lentement pour justifier les décors et costumes somptueux, et le studio a mis de côté les idées de suite. Pour Ebert, The Happiest Millionaire montrait que même les royaumes magiques s'effondrent lorsque les chansons surpassent les battements de cœur. Numéro 2. La religieuse chantante. Basée sur une histoire vraie, La religieuse chantante met en scène Debbie Reynolds dans le rôle de Sir Anne, dont les hymnes de style folk ont été en tête des charts en 1963. Sur le papier, c'était une histoire édifiante de foi et de chansons, mais Roger Ebert a déploré son sirop qui pourrit les dents, ne lui accordant qu'une demi-étoile. Il a soutenu que chaque scène semble conçue pour tirer des émotions bon marché. L'alarme. La crise de foi de Sir Anne, son petit mystère de cinéma, même les répétitions de la chorale du couvent apparaissent comme stéréotypées. Reynolds dégage de la chaleur, mais elle est piégée dans un scénario qui assimile la spiritualité à des sourires sirupeux et des montages musicaux. Le budget du film de 5 millions de dollars a peut-être permis de créer des murs d'abbaye immaculés, mais il n'a pas pu susciter une émotion authentique. Les spectateurs se sont détournés, refusant de supporter une autre réaffirmation forcée de vertu. Selon l'estimation de Baird, The Singing Nun est un manuel sur la façon dont des intentions bénignes peuvent se transformer en sucre cinématographique, doux au premier goût, mais écœurant peu après. Numéro 1. La légende de Lila Claire, en tête de la liste de Roger Ebert, et La légende de Lila Claire, une fable hollywoodienne d'ambition et d'obsession. Kim Novak joue une star déclinante qui meurt mystérieusement, avant que son image ne soit ressuscitée dans un nouvel venu, Anna Torrent, sous l'œil manipulateur d'un magnate de studio. Le résultat est un cauchemar narcissique, chargé de gros plans pompeux et de doubles obscurs. Ebert ne mâchait pas ses mots. Il a attribué 0 étoile et l'a déclaré un sanctuaire creux dédié à la vanité. Il a écrit que le glamour stoïque de Novak et l'assurance de Finch ne peuvent animer un scénario qui recycle des clichés sur l'identité et le pouvoir sans perspicacité. Les scènes censées être inquiétantes dérivent vers l'ennui et le design de production somptueux du film ressemble à du papier peint derrière une intrigue qui n'habite jamais son propre intrigue. Les spectateurs se sont précipités vers les sorties, refusant de dénouer un mystère qui n'offre ni frisson ni vérité. Dans le décompte final d'Ebert, la légende de Lila Claire se dresse comme le désastre cinématographique ultime des années 60, preuve que le style sans substance est l'échec le plus tragique de tous. Cela conclut notre décompte des 20 pires films des années 1960, selon Roger Ebert. Lesquels de ces flops avez-vous affrontés? Partagez vos réflexions ci-dessous et assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche.
pour des plongées plus approfondies dans les moments les plus grands et les plus désastreux du cinéma.